Alors, je dis bonjour à nos conférenciers, Luc et Lynn. Est-ce que ça va bien? Oui, ils sont là, ils sont prêts. Parfait. Bienvenue à tous. Merci tout le monde d'être là. Je me présente Félix Bussière, je suis directeur général au pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale nationale. Écoutez, l'idée nous est venue d'organiser cette conférence-là avec tout ce qui se passe. On a eu beaucoup d'activités de soutien aux entreprises, informer sur les différentes mesures, tout ce qui existe donc, est vraiment là dans le quotidien des entreprises pour passer à travers la crise. Mais on pense le après. Vous avez vu plusieurs articles qui ont été diffusés, partagés par différents journaux. Donc, toute la question de l'après-COVID. Puis nous, on a lancé la question, est-ce qu'on peut aller vers un nouveau modèle économique? Vers quoi on parlait? On parle beaucoup de transition sociale et écologique, on parle de décroissance, on parle d'un capitalisme qui peut être modifié, qui peut être plus vert, à visage humain. Bref, il faut se démêler un peu dans tous ces concepts. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait lancer aujourd'hui, une période d'échange. Écoutez, on s'attendait vraiment à 30-40 personnes. C'était notre objectif au début, d'être plus d'avoir des gens pour lancer la réflexion, puis avoir une période d'échange. Donc, la deuxième partie, suite aux conférences, c'est plus des périodes de questions. On vous donnera un lieu où les gens pourront échanger, parce qu'une fois qu'on a passé le 100 personnes, on ne pourra pas faire une discussion de groupe très élaborée, mais on va essayer. On va essayer de faire ce qu'on peut. Je commence par remercier la Caisse d'économie solidaire des Jardins, qui est notre commanditaire, qui nous permet d'avoir cette activité aujourd'hui, qui est dans notre série Innovation toute l'année. On a différentes conférences, habituellement des midi-conférences en personne sur différents thèmes. Puis aujourd'hui, on l'a lancé en mode virtuel et ça répond et ça fonctionne très bien. Alors, le déroulement, donc deux conférences qui se suivront, deux conférences de 15 minutes. Donc, on va terminer, on va faire le tour en 30 minutes des conférences et après, préparez vos questions et vous pouvez les écrire dans le chat, dans la section Converser. En bas, vous pourrez ouvrir et écrire déjà des questions. Des collègues au pôle qui vont prendre des notes et on choisira quelques questions. On verra combien on peut répondre de questions qui seront lancées à nos conférenciers pour animer la discussion ensuite. Fonctionnement Zoom, vous l'avez vu un peu, hein, c'est beaucoup on va utiliser le chat là, qui est le conversé où vous pouvez écrire. Puis voilà, grossièrement, ça va être comme ça qu'on va l'utiliser. Donc, je vous présente tout de suite nos deux présentateurs d'aujourd'hui. Je commence avec Lynn O'Kane, qui est directrice générale au pôle des entreprises d'économie sociale de la Mauricie. Bonjour, qui a eu un passage également au TIES, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, donc qui a une grande expérience en économie sociale et en développement régional. Et également avec nous, Luc Audebran, que je salue également, qui est professeur titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Donc, on aura deux présentations complémentaires aujourd'hui pour répondre à notre grande question, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on doit aller vers un autre modèle économique après cette crise, profiter des différents investissements et, du gouvernement et peut-être nouvelle orientation pour influencer le tout et où se place l'économie sociale dans tout ça également. Alors, j'amène Lynn à prendre parole. Puis voilà, la parole est à toi pour 15 minutes. Puis vous aurez un partage d'écran. Écrivez-nous dans le chat si vous avez des enjeux, mais vous aurez un PowerPoint qui va afficher à l'écran pour suivre la présentation de Mme O'Kane. C'est parti! Merci Félix! Alors, j'y vais avec la technologie. On va voir si je fais bien ça. C'est bon? Oui, on voit ça. Bien, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de voir que c'est un sujet qui intéresse autant de gens. Bien, merci aussi au Pôle de la capitale nationale d'avoir invité le Pôle de la Mauricie à se joindre. Alors, j'espère qu'il y a des gens de la Mauricie aussi qui ont eu envie de se joindre. On n'avait pas d'excuses aujourd'hui, pas de voiture à prendre. On peut même dîner en même temps que vous nous écoutez. Donc, je me lance. Je mets mon petit minuteur pour essayer d'être dans les temps. Alors, à cette grande question, un nouveau modèle économique, déjà, on nous... excusez, j'essaie de faire défiler, voilà.
On nous soulevait certaines questions. Est-ce qu'on pourrait parler d'un capitalisme humain, une décroissance, une transition écologique? À cette grande question-là, moi, c'est sûr qu'en tant que professionnelle du développement, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis, presque 25 ans que je suis en économie sociale. En fait, je n'ai fait que ça dans ma vie. Je pense que c'est essentiel qu'on profite de ce moment-là. À chaque crise qu'on vit à travers le monde, c'est toujours une bonne occasion pour innover, pour revoir nos modèles, se repenser. Donc, à ces grandes questions-là, un capitalisme humain, je pense pas que ça soit... C'est pas cette voie-là, moi, que je prendrais. Je pense pas qu'on puisse envisager un capitalisme, même s'il est plus humain ou même s'il est vert, parce que même si le capitalisme a permis de sortir d'une économie de survivance, il a quand même amené de grands problèmes de surconsommation. Il a amené l'abondance et c'est une des parties des problèmes qu'on vit en ce moment au niveau des iniquités, des inégalités sociales, de la crise écologique aussi qu'on vit. Donc, ça risque, même s'il était plus humain, il va ce capitalisme. Mais là, il demeure quand même dans une logique de profit, d'accumulation de capitaux et d'enrichissement individuel. Donc, vous comprendrez que si je suis en économie sociale, c'est pas vers cette voie-là que j'irai. Sur la question de la décroissance, souvent, on oppose la décroissance et la croissance, puis je pense pas que c'est l'angle non plus que moi, personnellement, j'aurais envie de prendre. Donc, évidemment, ce serait la transition écologique qui m'interpelle plus, mais une transition écologique à laquelle on ajouterait la dimension sociale, et c'est là que je fais le lien avec l'économie sociale, parce que je trouve que c'est une voie intéressante, et j'oserais même dire que l'économie sociale a presque tous les outils en main pour être partie prenante de cette transition-là. Alors, pourquoi une transition sociale et écologique? On entend, c'est quand même nouveau, on entend aussi parler d'une transition socio-écologique de plus en plus. La transition écologique au Québec, c'est beaucoup illustré à travers les luttes contre le gaz de schiste, le développement de la filière hydrocarbures, la réduction des gaz à effet de serre. C'est beaucoup ça qui a occupé l'espace public. La transition écologique, c'est vu comme... Il y a plusieurs définitions, là. Je ne suis vraiment pas une spécialiste de ça. C'est quand même une réflexion récente pour moi dans ma vie. Mais c'est vu comme une prise en charge des problématiques. C'est aussi une question de passage d'un état à un autre qui amène des changements importants, des changements systématiques. J'ai même dans mes lectures, certains parlent maintenant plus d'une transformation parce que la transition, c'est comme même pas assez fort. Là. On a vraiment, pour certains plus radicaux, envie de vivre un virage. Mais là où moi, j'ai plus accroché, même si ça fait des années que je m'intéresse aux questions environnementales, que je tente dans la mesure du possible de faire les meilleurs choix possibles aussi pour avoir des habitudes de vie, une consommation le plus responsable possible. Ça risque qu'il ne faut pas voir, je pense, la transition écologique uniquement comme une question de lutte politique ou de lutte économique pour un nouveau modèle énergétique. C'est là que je vois que c'est important d'inclure le social dans la transition parce que cette transition-là amène aussi de revoir nos rapports sociaux, de revoir nos relations avec les autres, de revoir notre rapport à la démocratie. C'est aussi de revoir la consommation, nos valeurs. Donc, c'est tout ce qui tourne autour de notre façon de produire, de travailler, de vivre ensemble que je pense qu'on doit revoir. Parce qu'on parle de la planète, mais la planète, moi, je pense qu'elle va survivre comme elle a survécu à plein de différentes crises climatiques ou d'évolution. C'est l'humain, c'est nous qui ne réussirons pas à s'adapter et à survivre à cette crise-là si on ne pose pas les bons gestes. Excusez. Alors, cette transition sociale et écologique-là, c'est quoi la contribution de l'économie sociale dans tout ça? Il y a eu un élément révélateur déclencheur pour moi. En mai dernier, j'ai pu participer à une table ronde sur la transition sociale et écologique qui est organisée par le TIES. Et il y avait une présentation de Renée Odette, qui est sociologue de l'environnement, qui a soumis 4 axes de réflexion pour voir comment, justement, on pouvait faire cette transition écologique-là en incluant le social. Et c'est là que j'ai vu clairement les liens avec l'économie sociale, parce que, pour être honnête avec vous, quand on parlait de transition écologique au début, je n'arrivais pas à voir
comment on se situait l'économie sociale dans tout ça. Puis j'ai découvert en discutant avec des gens, en faisant quelques lectures, que c'était le cas de beaucoup de gens, de beaucoup d'intervenants qui disaient du point de vue de notre secteur d'activité, de notre secteur d'intervention, on sait comme pas trop c'est quoi notre rôle, c'est quoi l'action qu'on peut poser là-dedans si on n'est pas en environnement, par exemple. Donc, ces 4 axes-là, entre autres, c'est la question de revoir autrement nos relations avec les autres, de voir nos relations sociales. Et moi, je vois le lien avec l'économie sociale dans ça parce que l'émergence de l'économie sociale se fait souvent par une mobilisation citoyenne, par une mobilisation d'individus qui ont identifié un problème, qui ont identifié un besoin auquel ils voudraient répondre. Donc, on parle de rapports sociaux, on parle de liens, de mobilisation, d'engagement citoyen. Donc, il y a une action là, qui est portée vers cette nouvelle organisation-là des relations et des rapports sociaux. Ensuite, il y a la question de l'ancrage territorial. Pour un audit, ça prend, il faut qu'on soit vraiment ancré, qu'on crée des espaces de discussion, des espaces de décision. L'ancrage territorial, pour moi, c'est dans l'ADN de l'économie sociale. Les entreprises d'économie sociale, elles sont ancrées dans leur territoire, comme elles appartiennent aux membres, qu'elles appartiennent à la communauté, ça fait partie de leur fondement. On parle d'entreprises de proximité, on parle d'entreprises qui ont un impact aussi local ou régional. Donc, ça, c'est aussi une belle illustration. Puis, il y a une donnée marquante dans le portrait de l'Institut de l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, le portrait de l'économie sociale de 2016, où on dit que, en tout cas du moins pour la région de la Mauricie, 72% de la clientèle des entreprises d'économie sociale, elle est régionale. Donc, pour moi, ça, c'est assez évocateur qu'on est vraiment dans un ancrage, un axe de proximité. L'autre élément, c'est la démocratisation de l'économie. Ben là, si vous connaissez un peu l'économie sociale, ça va de soi qu'on est dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où on sort de la primauté du privé, on est dans une propriété collective, on est dans le bien commun. On est aussi dans la démocratisation de l'économie, c'est aussi de soulever des questions par rapport à notre consommation, de sortir d'une société de consommation. Et je trouve que c'est une logique qui va bien avec l'économie sociale parce que pour moi, l'économie sociale, c'est une économie qui vise une viabilité économique avant tout et une rentabilité sociale. Donc, on ne cherche pas le profit à tout prix. La notion de croissance en économie sociale, on la qualifie plutôt de changement d'échelle. Donc, comment avoir plus d'impact que d'avoir plus de profit économique. Puis quand il y en a, ils ne sont pas au profit d'un individu, mais d'un groupe. Et le dernier axe, c'est en fait ce que René Audette appelle la désirabilité. C'est-à-dire que pour arriver à vraiment amorcer une transition sociale et écologique, il faut la rendre désirable. C'est-à-dire qu'il faut arriver à mobiliser, à convaincre le plus grand nombre possible de gens qui vont avoir envie de passer à l'action, de passer de l'action individuelle à l'action collective, parce qu'on est plusieurs à poser plein de gestes individuels, mais c'est quand on les pose collectivement qu'on peut avoir une portée encore plus grande. Et pour moi, l'économie sociale représente un terreau extrêmement fertile de cette désirabilité-là. Je sors quelques statistiques juste pour illustrer, mais on parle de plus de 200 000 travailleurs et travailleuses en économie sociale. À peu près 6 millions de personnes sont membres d'une entreprise d'économie sociale. C'est presque tout le Québec. On peut être membre à plus qu'une place, là, on peut faire des doublons, mais... Et plus de 260 000 bénévoles. Alors, c'est des gens qui, parce qu'ils sont impliqués en économie sociale, on peut présumer qu'ils ont déjà un intérêt, une fibre, une sensibilité pour amorcer un changement comme celui-là. Puis, il y a une statistique intéressante aussi, si on pense que les jeunes sont peut-être plus intéressés, plus portés, je ne suis plus jeune malheureusement, vers cette transformation-là, en économie sociale, on évalue que 36% des personnes qui travaillent dans des entreprises d'économie sociale ont moins de 35 ans. Donc, c'est un travailleur sur 3 qui serait aussi dans une population à sensibiliser, à mobiliser. Alors ça, c'est les liens que je fais entre l'inclusion du social dans la transition et de l'économie sociale.
Ensuite, ben, quelques pistes de réflexion. Ben, il y a toute la question du rapport au travail que ça soulève, la transition sociale et écologique. Et ben, est-ce qu'on est prêt, comme citoyens, citoyennes, à revoir nos modes de consommation? Sommes-nous prêts à moins posséder, moins consommer, à aller vers des usages partagés, des usages communs? Il y a toute la question du travail aussi. C'est quoi le rapport qu'on a au travail? Quelle valeur on accorde aussi au travail? Je suis en train de lire un livre de Pierre Sormani qui s'appelle « Vive le travail libre ». Et dès le début de son livre, il posait une question qui, moi, m'a interpellée. Il disait, il dit en fait, pourquoi travailler à salaire dans une usine de gadgets qui est peu utile et considéré comme avoir un emploi, mais que consacrer du temps à éduquer ses enfants, à s'occuper de personnes malades, à protéger les berges d'un lac, c'est vu comme du bénévolat. Alors, comment on arrive à dépasser la division entre le travail formel et le travail informel? Ça, c'est une question qui me préoccupe, une piste de réflexion sur laquelle j'aimerais pencher encore plus davantage. Ensuite, il y a aussi de retrouver des espaces de planification et de développement. Moi, je suis une personne qui croit fondamentalement aux espaces de concertation qu'on a connus par le passé, sans être nostalgique, mais je crois qu'il y aurait lieu de recréer ces espaces de concertation pour planifier et aménager ou développer nos territoires, des espaces qui impliquent la société civile, qui permet une participation citoyenne. Il y a aussi cette question-là de décroissance et d'opposer, en fait, de pas opposer la question de la croissance et de la décroissance. Alors, pour moi, une piste de réflexion intéressante, c'est décroître au niveau de notre consommation, donc décroissance de la consommation, mais croître au niveau de notre impact. Alors ça, je pense qu'on a un rôle à jouer en économie sociale à ce niveau-là. Et ben, des petites pistes d'exploration en économie sociale, puis je conclue avec ça. Différents secteurs que l'économie sociale occupe, mais pourra occuper davantage. Donc, toute la question des soins aux personnes. Là, c'est très médiatisé en ce moment, le soin aux personnes âgées, par exemple. Moi, je crois que c'est le type de secteur qui ne devrait pas être laissé au marché. C'est le type de secteur économique ou de soins qu'on devrait porter collectivement par des entreprises d'économie sociale. Donc, résidence personnes âgées, aide à domicile. On l'a vécu aussi avec les centres de la petite enfance où on a pris en charge collectivement l'éducation des enfants en préscolaire. Il y a aussi toute la question de la protection du territoire et du patrimoine. On est déjà présent en économie sociale avec les zones d'exploitation contrôlées, les ZEC, des réserves fauniques et des coop forestières qui sont impliquées aussi dans le reboisement, dans le développement de filières énergétiques aussi. L'énergie renouvelable, on a des exemples intéressants. La coop Agri-Énergie au centre du Québec qui transforme du lisier, du fumier pour en faire un gaz naturel qui est renouvelable. Donc, on est aussi dans l'économie circulaire. Pour moi, c'est tous des domaines qu'on devrait investir encore davantage dans une optique de bien commun. L'économie circulaire, évidemment, il y a des exemples qui s'organisent, qui s'illustrent de plus en plus et c'est un secteur qui s'organise de plus en plus. Il y a quand même 17 filières en économie circulaire. Il y a un univers à découvrir à ce niveau-là. Évidemment, toute la question de l'autonomie alimentaire aussi. On est aussi présent à ce niveau-là, marché de solidarité, les coops fermières, les jardins communautaires, les forêts nourricières. Il y a place encore à du développement. La transformation alimentaire, par exemple, on est très peu présent dans ce secteur-là, mais pour une plus grande autonomie et d'avoir aussi un retour sur cet investissement-là qui serait au bienfait de tout le monde. Et puis d'autres secteurs comme la mobilité durable, si on pense à l'électrification des transports, le transport collectif. Moi, j'aimerais bien sortir Uber et de voir la coop Eva prendre plus de place, mais ça, c'est un biais d'opinion. Et il y a aussi toute la question des monnaies locales qui se développent un peu plus au Québec maintenant, les communs aussi qui sont une façon, avec des fiducies d'utilité sociale, de reprendre un certain contrôle sur des territoires, des terres agricoles, du patrimoine. Donc, voilà, c'est plein de pistes de réflexion sur lesquelles on peut continuer à plonger. Je terminerai en disant que je pense qu'on doit miser sur notre capacité d'adaptation, notre résilience, notre capacité d'innover aussi.
et de continuer à nourrir notre capacité à s'indigner aussi. Parce que pour moi, tant qu'on est capable de s'indigner des inégalités, des erreurs du capitalisme, qui n'est pas capable de réparer lui-même, bien, on va avoir la capacité de se mobiliser, puis on va avoir envie de changer les choses. Voilà. Merci beaucoup, Lynn. Alors, voilà, la réflexion est lancée. J'espère que ça allait pour tout le monde, point de vue technique, le visuel et l'audio. Si quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire dans la conversation. Également, si cette première présentation vous alimente des questions que vous voudrez qu'on pose par la suite dans la deuxième partie, vous pouvez déjà nous les écrire dans la conversation. Les collègues vont les prendre en note et on verra à la fin ce qu'on pourra répondre. Mais avant, on va poursuivre avec Luc Audebras, professeur à l'Université Laval. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté que je présente dans le cadre de cette petite conférence. Merci beaucoup à Lynn d'avoir vraiment mis la table avec d'importantes questions. J'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui donc du thème, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible d'avoir un autre modèle économique et qui nous amènerait vers une transformation écologique et sociale, comme l'a dit Lynn. Ce n'est pas juste une transition qu'il faut, il faut vraiment penser à une transformation écologique et sociale. Et force est de constater qu'à ce niveau-là, nous sommes face à très peu de certitudes. On a très peu de certitudes sur comment procéder. Vous avez plusieurs universitaires, plusieurs commentateurs, plusieurs militants qui proposent des solutions. Et à ce titre, ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est qu'une solution parmi tant d'autres, n'est qu'une proposition parmi tant d'autres. Et on nage dans une mer d'incertitude. Par contre, il y a quand même quelques petites certitudes. En fait, il y a deux grandes certitudes que j'aimerais discuter avec vous. La première certitude, en fait, c'est que le retour à la normale n'est pas une option viable parce qu'on sait que les problèmes que nous vivons actuellement en lien avec la COVID-19 sont liés à des problèmes du système économique dominant. Donc, le retour à la normale n'est pas une option viable. Et donc, ça, c'est une certitude que l'on a. Une autre certitude que l'on a, elle est double elle aussi, c'est qu'on fait face à ce qu'on appelle un plafond écologique, à certains problèmes de nature écologique qui sont évidents, qui a des données probantes qui l'expriment. Ce plafond-là écologique inclut différentes limites qu'il ne faut pas dépasser, notamment les changements climatiques, l'acidification des océans, la pollution chimique, la charge d'azote et de phosphate dans l'air, la consommation d'eau potable, la conversion des terres vierges en terres arables ou quoi que ce soit, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air, l'appauvrissement de la couche d'ozone. Donc, on a quand même un certain nombre de certitudes sur le fait que écologiquement, ça ne va pas bien et qu'il y a un certain plafond écologique à ne pas dépasser. L'autre certitude que l'on a en lien avec ça, c'est qu'il y a certaines fondations sociales qu'on a besoin, nous, comme société, afin que la société, que l'humanité vive une vie digne. Et ça, c'est en lien avec, évidemment, les objectifs du développement durable de l'ONU. Ces fondations sociales incluent l'alimentation, la santé, l'éducation, un salaire décent, la paix, la justice, la liberté d'expression, l'égalité des sexes et des genres. Donc, ça fait partie de ce qu'on a besoin. Et donc, notre développement, ce que l'on sait, c'est que notre développement, pour être durable, j'aime pas trop l'expression, mais pour que notre vie sur Terre soit durable, on a besoin à la fois d'avoir une fondation sociale solide et ne pas dépasser un plafond écologique. C'est la fameuse métaphore du beigne de l'économiste Kate Raworth, qui est une économiste anglaise, qui dit justement que pour qu'une société vive de façon sécuritaire et équitable sur la planète Terre, il ne faut pas dépasser certaines limites, puis il faut aussi respecter certaines fondations sociales. C'est une métaphore, une image très claire de ce que l'on doit avoir si on veut persister comme espèce sur la planète Terre. Et ce qu'elle nous dit, c'est que tant sur le plafond écologique que sur les fondations sociales, on est dans le rouge. Donc, vous voyez, là, il y a plusieurs
aspects qui sont dans le rouge. Les aspects en matière de fondation sociale sont tous dans le rouge. Et la plupart des enjeux sur le plafond écologique sont aussi dans le rouge. Donc, on est face à un problème. Ça, c'est une autre certitude. Et pour réussir aussi à changer ça, une autre certitude que l'on a, c'est qu'on ne pourra pas le faire seul, chacun dans notre coin. Oui, les petits gestes que l'on a comme consommateur, comme citoyen, peuvent avoir un impact, je vous l'accorde, mais il faut aller au-delà des gestes individuels. Il faut qu'on discute ensemble. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qui soit globale et que les États, tout comme les organisations, participent à ça. Voyez-vous, c'est pour ça que j'ai mis des personnes autour d'une table qui discutent dans cette image-là pour montrer qu'il faut vraiment que ça se fasse au-delà du niveau individuel, au-delà des gestes de consommation des personnes. Pour réussir à se mettre autour d'une table et pour discuter des enjeux qui nous tiennent à cœur, des fameux enjeux en lien avec le plafond écologique et les fondations sociales. Mais pour pouvoir discuter, il faut qu'on ait un certain nombre de valeurs en commun. Sans ces valeurs-là, on ne peut pas avoir de discussion qui réussissent. Certains d'entre vous le savent, mais j'ai rédigé un livre qui s'appelle « Le management responsable » dans lequel je parle justement des valeurs du management responsable et dans lequel j'expose un certain nombre de valeurs. Et ce qui est arrivé, c'est qu'avec la COVID, j'ai réfléchi à parmi les valeurs que je mentionnais, certaines valeurs sont plus importantes que d'autres si on veut avoir cette fameuse discussion autour de la table pour changer les choses. La première valeur à laquelle il faut vraiment commencer à prêter une attention fondamentale, c'est la valeur de la sobriété et de la frugalité. Cette notion de sobriété, ça s'exprime comment? Ça s'exprime par une baisse de production, ça s'exprime par une baisse de consommation et ça s'exprime par une baisse du temps de travail. Un peu ce dont discutait Lynn il y a quelques instants. Et ça va se transformer en deux décisions que l'on doit prendre, deux façons de faire que l'on doit prendre. Premièrement, on doit aller vers ce qu'on appelle une démondialisation raisonnée. Ce n'est pas un retour à l'isolement, c'est une forme de se démondialiser, mais de façon raisonnée pour garder ce qui est bon dans la mondialisation et mettre de côté ce qui ne fonctionne pas. D'où le nom de démondialisation raisonnée. Et deuxièmement, il faut aller avec ça vers ce qu'on appelle une décroissance conviviale. Quand on dit qu'il faut diminuer la production, diminuer la consommation, diminuer le travail, ça implique aussi une décroissance conviviale. Donc, ça, c'est la première valeur, la valeur de la sobriété. Je crois qu'il faut absolument mettre de l'avant. La deuxième valeur qu'il faut mettre de l'avant et qui est vraiment très claire avec la crise, c'est la valeur de la proximité. Cette valeur-là s'exprime pour moi de deux façons bien différentes. La première façon dont elle a de s'exprimer, c'est en lien avec la fameuse consommation locale. C'est de consommer le plus localement possible et de diminuer le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre le producteur et le consommateur de quel que soit le produit ou le service. Cette valeur de proximité s'exprime aussi, pour moi, dans cette idée de décentralisation du pouvoir, de ramener des pouvoirs de proximité en s'investissant dans les types de pouvoirs qui se trouvent le plus proches de nous. C'est-à-dire ne pas centraliser des décisions au niveau fédéral ou au niveau provincial qui va faire en sorte que certaines décisions vont être carrément absurdes dans certaines communautés. On l'a vu avec le cas des CHSLD, comment la centralisation a eu des effets tordus, des effets pervers. Donc, dans la notion de proximité, je vois aussi cette notion de municipalisme libertaire, d'arriver à reprendre possession de notre ville, de notre quartier, un peu comme le mentionne mon collègue Jonathan Durand-Folco. La troisième valeur absolument essentielle, c'est la valeur de la solidarité, qui est une valeur évidemment qu'on ne peut pas faire sans si on veut se sortir de toute crise, mais qui doit s'exprimer, d'après moi, dans ce qu'on appelle la justice sociale, qui prend trois formes. Premièrement, une forme de justice culturelle, de respect des autres, du respect des minorités, mais du respect aussi de la diversité sociale et culturelle que l'on a. Aussi une justice politique, s'assurer que tout le monde puisse avoir une voix et participer à ce qui est important pour eux. Et une justice économique, que tout le monde puisse avoir un montant suffisamment digne pour pouvoir survivre. Donc, pour pouvoir
changer, pour pouvoir aller vers une transformation de nos modèles d'affaires, de nos modèles économiques, il faut avoir au minimum ces 3 valeurs-là. Sobriété, proximité, solidarité. Ce que moi, je vois, c'est que dans le capitalisme actuel, dans le monde actuel, et même dans le capitalisme dit responsable, ces 3 valeurs ne sont clairement pas des valeurs principales. Elles ne sont pas au sommet de la liste des valeurs. Pas du tout, pas du tout. Pour pouvoir réussir, il faut penser autrement. Il faut passer d'une économie capitaliste pure à ce qu'on appelle une économie plurielle. Une économie plurielle. C'est un concept qui est vieux, qui a de plusieurs années, dont parlait il y a très longtemps Karl Polanyi, un économiste anthropologue, qui dit, en fond, de façon toute simple, en fait, qu'il existe 3 grands systèmes économiques sur lesquels une société en santé peut se baser pour fleurir, pour réussir. Il y a évidemment le premier système économique, c'est le système privé, orienté vers le profit, le premier système. Il y a un deuxième système, qui est le système de prestations planifiées de services publics, qui sont donc offerts par un État, que celui-ci soit centralisé ou non. Et il existe un troisième système, celui en bas de l'écran, c'est le troisième système, autosuffisance, entraide, toutes ces organisations à finalité sociale. Ça inclut évidemment l'économie sociale telle qu'on la connaît, comme en parlait Lynn. Ça inclut toutes les organisations bénévoles, toutes les organisations communautaires qui ont une place incroyable au Québec. Et ça inclut aussi toute l'économie familiale. Donc, il faut aller vers un type d'économie comme celui-ci, qui est pluriel. Se sortir donc du capitalisme restrictif dans lequel on est pour adopter une vision un peu plus globale de ce qu'est l'économie et faire la promotion de ce que j'appellerais une biodiversité économique, de respecter la biodiversité des types d'économie. On parle de biodiversité culturelle, on parle de biodiversité dans la jungle, par exemple, dans la nature, mais il y a aussi une biodiversité économique et l'économie plurielle permet justement de mettre l'accent sur cette diversité-là. Donc ça, je trouve que déjà, ce serait de réfléchir en termes d'économie plurielle, c'est déjà un pas. Malheureusement, ce n'est pas un pas suffisant pour avancer. Parce que comme le soulignait Henri Binsberg, qui a redécouvert le concept d'économie plurielle, ce qui nous invite, lui, en fait, c'est à trouver un équilibre entre les trois sphères ou les 3 systèmes, entre le privé à but lucratif, la prestation publique et le troisième système qui est davantage de la finalité sociale. Il dit qu'il faudrait que que ce soit comme un tabouret, si vous voulez, l'image, avec les 3 pieds bien solides pour qu'on puisse s'appuyer. Malheureusement, beaucoup d'auteurs ne vont pas au-delà de dire « Ah, il faut que ça soit équilibré, il faudrait qu'on laisse un peu de place aux 3 systèmes. » Donc, ils ne vont pas plus loin que les vœux pieux. Alors là, je me suis amusé, moi, on a des temps libres, évidemment, quand on est en confiné. Je me suis amusé à créer 3 questions qui pourraient nous aider à déterminer si une activité économique doit être réalisée dans l'un ou l'autre de ces 3 systèmes. Parce qu'une activité économique peut être clairement faite dans l'un ou l'autre, mais comment décider que c'est une prestation publique, que c'est une prestation privée à but lucratif ou que c'est une prestation du tiers secteur? Donc, pour moi, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Et donc, j'ai essayé d'arriver à 3 questions pour nous aider à discuter. Donc, la première question, pour moi qui est essentielle, c'est est-ce que la société dans son ensemble retirerait des bénéfices notables si tous ses citoyens, toutes ses citoyennes avaient accès de façon égale à ce bien ou à ce service? Donc, on prend par exemple des soins de santé, l'éducation, les services sociaux, même de l'eau potable. Donc, est-ce qu'on considère que la société dans son ensemble bénéficie de cette égalité? Pas une équité, une égalité entre tous les citoyens. Par exemple, que tous les citoyens doivent avoir accès à des soins de santé, quel que soit leur âge, leur sexe et leur salaire. Si à cette question, la réponse est oui, ce bien ou ce service devrait être placé hors des lois du marché et donc offert par le gouvernement ou par une société d'État, une agence de l'État. Ça n'a pas besoin d'être très centralisé, mais c'est l'État qui s'en occupe. C'est hors des lois du marché.
Parce qu'il faut que tous les citoyens aient accès à ce service ou ce produit de façon égale. Évidemment, il ne faut pas que tous les services, tous les biens soient dans cette catégorie-là, parce que là, ça viendrait du communisme. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. C'est qu'on note quelques services, quelques biens ou services qu'on dit essentiels que ça soit de façon égale. Donc, la réponse est oui, c'est hors du marché. Si la réponse est non, on passe à la question 2. Et la question 2, c'est quoi? C'est est-ce que ce bien ou ce service est indispensable à la production d'un bien ou d'un service qui devrait être placé hors des lois du marché? Par exemple, si on se dit que la santé est un bien ou un service qui devrait être placé hors des lois du marché, bien, on sait que pour que le système de santé fonctionne, on le sait avec la COVID, qu'on a besoin de gants, qu'on a besoin de masques, qu'on a besoin de vaccins, qu'on a besoin d'une quantité de services, une quantité de biens qui font que la santé, elle, peut être égale pour tout le monde ou que l'éducation soit égale pour tout le monde. Donc, si on se dit que oui, que c'est un bien ou un service qui est essentiel à la santé ou à l'éducation, et ainsi de suite, bien, il faut que l'entreprise qui produit ce bien ou ce service, elle ne soit pas à finalité lucrative. Il faudrait qu'elle soit à finalité non lucrative. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une entreprise se fasse du profit sur une activité qui va ensuite bénéficier à l'ensemble de la population. Et donc, s'il y a des surplus, ceux-ci devraient être réinvestis dans la réalisation de sa mission plutôt que versés en dividendes à des investisseurs. Donc, si l'activité répond à la question 2, il faut que ce soit dans une entreprise qui soit à but non lucratif. Sinon, aller à la question 3. La question 3, c'est la question fondamentale en économie sociale. Est-ce que les activités de production de ce bien ou de ce service pourraient être réalisées dans le cadre d'une entreprise démocratique au service de ses membres, que ce soit des consommateurs, des producteurs, des travailleurs ou une entreprise multipartite, comme les coopératives de solidarité? Ces membres seraient à la fois les propriétaires, les décideurs et les bénéficiaires. Donc, la question à se poser, là, c'est est-ce que pour répondre aux besoins qui est lié à ces produits ou à ces services-là, est-ce qu'on serait capable de créer une entreprise démocratique? Si oui, ce bien ou ce service devait être produit par une entreprise d'économie sociale qui est implantée dans sa communauté. Ce que ça veut dire, concrètement, ce que je dis là, c'est que la forme entrepreneuriale d'économie sociale devrait être la forme par défaut de toute entreprise lorsqu'on essaie de la créer. Avant de se dire, est-ce qu'on s'en va vers un autre type d'entreprise, que ce soit un Inc., que ce soit travailleur autonome, que ce soit en non collectif, il faut d'abord se demander, est-ce qu'on est capable de créer une entreprise qui soit démocratique, dont les membres, consommateurs, producteurs, travailleurs, soient à la fois les propriétaires, les décideurs ou les bénéficiaires? Parce que là, on créerait une véritable économie démocratique. Si la réponse est non, dans ce cas-là, n'importe quel type d'organisation pourrait s'en occuper et ça pourrait être une organisation privée à but lucratif, ça pourrait être l'État, ça pourrait être aussi l'économie sociale, mais on aurait quitté la sphère des 3 questions. Bien, on prend par exemple ce crayon-là. Peut-être qu'on pourrait se dire que le crayon n'a pas besoin d'être créé par une entreprise d'économie sociale. Il n'y a pas une raison que ce soit. Donc, dans ce cas-là, ça serait répondre non à la question 3. Mais ce que moi, je crois, c'est qu'on se rendrait compte rapidement qu'un grand nombre d'entreprises pourraient être créées sous forme démocratique. Donc, on a répondu aux 3 questions. On arrive aux implications. Quelques implications. Premièrement, si on utilisait ce filtre ou on utilisait ce crible pour dire à quelle activité économique quel type de système devrait répondre à quel type d'activité économique, bien, ça nous permettrait, d'après moi, entre autres, de se débarrasser de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en affaires uniquement pour l'appât du gain. Mes collègues en entrepreneuriat me diront non, évidemment, il y a d'autres raisons qui font en sorte que les gens se lancent en entreprise, mais l'appât du gain, du profit, fait en sorte qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans le type d'entreprises qui ne sont pas viables, qui ne sont pas soutenables pour la planète. Donc, on se débarrasserait d'un certain nombre d'entrepreneurs, tous ceux, entre autres, qui n'ont aucun intérêt au collectif. Ensuite, ce que ça ferait, c'est que ça ne ferait plus de l'entreprise Inc., l'entreprise capitaliste privée à but lucratif, la forme juridique par défaut. Et ça aussi, c'est vraiment important parce qu'il faut qu'on soit capable
de ne pas mettre sur un piédestal l'entreprise Inc. Comme si c'était la façon de faire des affaires qui est idéale, qui est par défaut. Et si ça ne fonctionne pas, on va aller voir ce que nous offre l'économie sociale. Ce que je propose à travers ces 3 questions-là, c'est que l'économie sociale, la forme coopérative ou la forme de l'OBNL, soit les formes qui doivent être testées, validées, vérifiées avant de se dire « Ah, tiens, je vais peut-être voir si une Inc. fonctionnerait. » Troisième implication, c'est que ça viserait à démocratiser l'économie, c'est-à-dire la rendre à l'image de nos plus hautes aspirations en matière politique. On a collectivement, en matière politique, des grandes aspirations de démocratie. On croit en notre démocratie, mais dès qu'on embarque dans le sujet de l'économie, tout d'un coup, la démocratie est moins importante. Moi, ce que je dis, c'est qu'au contraire, la démocratie est vraiment importante. D'où la question 3. La question 3, est-ce qu'on peut créer des entreprises démocratiques? Donc, si on peut créer des entreprises démocratiques, il faut le faire avant de permettre de créer une entreprise qui ne le soit pas. Donc, voici une troisième implication. Et une dernière implication serait qu'on serait peut-être capable ainsi de créer un environnement qui soit sécuritaire et soutenable pour l'espèce humaine en respectant à la fois le plafond écologique et les fondations sociales. C'est ce qui est mon vœu le plus cher, c'est qu'on réussisse à être dans cette zone verte qu'on voit à l'écran. Donc, voici ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je sais qu'on va avoir des questions dans quelques minutes. Et si vous voulez continuer la discussion plus tard, n'hésitez pas à le faire à l'aide donc de ce que j'ai mis sur l'écran pour terminer. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi, surtout Luc. Alors, je regarde si les gens qui sont prêts, on a 3 questions en attente. Donc, si les gens sont toujours intéressés, puis s'il y en a d'autres, c'est le moment d'écrire. Alors, j'ai Étienne Ferron-Forget. S'il est toujours là, on pourra réactiver ton micro et prendre la parole. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Oui, en fait, je l'avais posé, il faut que je le retrouve dans le chat, là, je l'avais écrit un petit peu. C'était par rapport à la première conférence, surtout les propos sur le capitalisme. J'essaie de le retrouver un instant. Là. OK, d'accord. Doit-on comprendre qu'il faudrait mettre fin au capitalisme actuel ou sauvage? Et quel genre de capitalisme si le capitalisme humain n'est pas adéquat à la suite des choses? Donc, une grande question. Oui, à toi, Lynn. Oui, c'est ça. Ben, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas économiste non plus, mais c'est sûr qu'on ne peut pas perpétuer le même modèle. Moi, je pense parce que Luc l'a aussi dit, puis tous les grands économistes, les intellectuels le disent, le capitalisme comme on le vit là, il demeure que son objectif, c'est l'enrichissement ou c'est le capitalisme financier, en fait, qui cause problème, évidemment. Celui qui est de l'enrichissement des capitaux. Peut-être qu'il y a moyen de faire les choses autrement. Par exemple, la loi sur l'économie sociale en France, comparativement à celle du Québec, a inclus les entreprises sociales, donc les entreprises privées qui ont une mission sociale. Mais il y a une forme d'encadrement qui vient baliser le pourcentage de profit que l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat peut conserver pour son bien privé et quel pourcentage de ces profits-là doit être attribué à la mission de l'entreprise. Donc, il y a peut-être des formes de législation ou d'encadrement comme celle-là qui permettraient de permettre ce capitalisme-là, parce qu'on ne peut pas l'enrayer non plus, là, sinon c'est le communisme, puis on a vu que ce n'est pas mieux non plus. Là. Donc, il y a moyen peut-être d'évaluer comment on peut mieux l'encadrer pour réduire ses impacts tant sur l'environnement, l'économie, les travailleurs, la santé. Oui, Luc. En fait, pour faire du pouce sur ce que dit Lynn, en fait, ce que je propose dans ma réflexion en 3 questions, Étienne, c'est justement, c'est pas de dire il faut quitter le capitalisme. Toute forme d'obligation ne fonctionne pas. Les êtres humains n'ont pas envie d'être obligés. Mais c'est de se dire que
dans une économie plurielle, il reste du capitalisme, c'est-à-dire des gens qui veulent continuer qui est basé sur le capital, mais ce serait jamais la forme qui soit principale et qui doit guider nos choix économiques. Alors, on reprend mes questions, si on a si c'est des activités économiques qui doivent être de façon égalitaire à tout le monde, bien, on va vers une prestation de l'État. Si il peut y avoir des gens qui se mettent ensemble pour réaliser cette activité-là sous forme d'économie sociale, on favorise ça. Et après ça, on peut aller encore vers une forme de capitalisme, mais elle n'est plus elle serait plus la forme principale, ou du moins la forme idéalisée pour avoir des activités économiques. Alors, je pense que la question, la manière dont tu la poses, c'est pas de dire est-ce que le capitalisme, on le garde ou non. C'est pas ça. C'est quelle place on lui donne dans l'ensemble des activités économiques que les êtres humains peuvent faire et que les sociétés peuvent faire, que des gens peuvent faire en se mettant ensemble. Et qu'il y a des biens qui sont protégés. Tu ne les appelles pas les secteurs, mais qui sont plutôt des biens qui sont protégés. Exactement. Il y a des biens et des sont pas mis services sur qui le doivent marché. être protégés, ils peuvent être hors du marché, donc dans ce cas-ci, hors du capitalisme. Il y a des biens et des services qui sont utiles pour créer ces biens et services hors du marché, qui doivent eux aussi être mis en dehors d'un capitalisme sauvage. Mais après ça, il reste amplement d'autres biens et services qui peuvent être créés. L'entreprise qui crée ce crayon, peut-être il n'y a pas de raison qu'elle soit d'une manière ou d'une autre. Les gens qui décident de construire ces crayons-là peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Mais on se donnerait comme idée de ne pas faire du capitalisme, de l'entreprise capitaliste, la forme de base des échanges économiques, des activités économiques dans notre société. Evelyne, je pense que tu voulais rebondir là-dessus? En fait, c'était juste de ne pas confondre non plus ce modèle économique-là avec l'entreprise privée, parce qu'il y a plein de petites entreprises, des travailleurs autonomes qui n'ont pas un impact négatif comme ce qu'on appelle le capitalisme financier, qui, lui, vraiment est mis sur l'enrichissement des capitaux, puis au détriment de tout le monde. Donc, c'est pas de tout balayer, mais effectivement de revoir, comme Luc l'expose, c'est vraiment une voie intéressante de dire quel modèle économique est approprié par rapport à tel besoin, à tel secteur économique, dans une optique de bien commun, dans une optique d'améliorer nos impacts sociaux et de réduire nos impacts environnementaux. Parfait, merci. Alors, j'ai 2 personnes dans la liste pour des questions. Alors, la prochaine va être par Mathieu Jedrzejowski. Désolé si j'ai mal prononcé. Et pour se préparer, juste après, il y aura Mélissa Fauché. Alors la parole à Mathieu Jedrzejowski. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? La prononciation. Oui, c'est bon. Ben, ça se prononce Jędrzejowski, mais Mathieu, ça va. Donc, ma question était pour nos 2 invités. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen, citoyenne ou en tant que professionnel pour favoriser les changements dont on a parlé, donc d'économie plus sociale? Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour encourager les différents paliers de gouvernement à se diriger vers ces changements-là aussi? C'est une bonne question, ça aussi. Vous ne nous les donnez pas faciles. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Je ne sais pas si, Luc, tu as spontanément quelque chose à dire. Je peux. Tout à l'heure, au début de ma présentation, j'ai dit qu'un des enjeux que l'on a, c'est qu'on met beaucoup de poids sur les épaules des citoyens. On met beaucoup de poids sur les épaules des consommateurs, des gens, de monsieur, madame, tout le monde. Comme si sauver le monde, sauver la planète, sauver l'humanité était une décision fondamentalement individuelle. Alors qu'il y a plusieurs des enjeux que l'on vit qui doivent être décidés, les décisions doivent être prises à un niveau collectif, au-delà de vous et moi. Cela étant dit, évidemment, il y a certains gestes que l'on peut faire. J'ai parlé des 3 valeurs. J'ai parlé de la valeur de proximité, la valeur de sobriété et de la valeur de solidarité. Bon, pour la proximité, ce que vous pouvez faire, c'est essayer au maximum d'acheter local quand c'est possible. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire individuellement, d'acheter local. En lien encore avec la proximité, ce que vous pouvez faire, c'est vous impliquer comme citoyen dans les organisations qui sont les plus proximales de vous. Quartier, ruelles vertes,
en lien avec la mairie, au provincial, après au fédéral, mais c'est de devenir des acteurs politiques. Ça, c'est pour la partie, c'est ce que vous pouvez faire en lien avec la valeur de la proximité. En lien avec la valeur de la sobriété, c'est de vous poser la question systématiquement, est-ce que je peux consommer moins? Étonnamment, depuis que je suis en confinement, tout comme vous, j'ai drôlement diminué mes dépenses. Et je ne m'en trouve pas particulièrement attristé sur plusieurs aspects. Donc, est-ce qu'on peut consommer moins? Est-ce qu'on peut aussi travailler moins, c'est-à-dire mettre moins de place dans notre vie au travail rémunéré et à d'autres formes de travail non bénévoles? Et la troisième valeur, qui est la solidarité, c'est de faire ses achats en fonction de critères qui font en sorte que les gens à qui j'achète ces produits-là, ces services-là, sont traités de façon solidaire. Nombre de produits de tous les jours que l'on achète qui sont dits « made in China », on sait que ces produits-là sont faits avec une forme, par des endroits où il y a une forme d'esclavagisme moderne. C'est le terme qui est utilisé par Oxfam. Et donc, pour cette troisième valeur-là, qui est la valeur de solidarité, mais c'est de se dire, mais les produits que j'achète, je m'arrange pour que les produits que j'achète respectent au minimum ces valeurs, tout ce qui est la responsabilité sociale, le respect de l'individu, le respect de l'humanité. Et ça, il y a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'évaluer. Il y a l'Observatoire de la consommation responsable, il y a l'ECPAR qui nous propose, il y a plein d'outils de certification, de normes que l'on peut regarder pour essayer d'avoir des achats parce qu'on va quand même continuer à acheter, qui respectent la solidarité, qui respectent la justice sociale. Donc oui, il y a des gestes que l'on peut faire individuellement. J'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a probablement d'autres qui pourront venir à notre tête à la suite de cette discussion. Mais ça m'amène sur la question le choix individuel et le choix collectif aussi. Dans les achats, on donne la responsabilité aux citoyens, aux consommateurs, mais ce qui est toujours moins cher, c'est tout ce qui est moins bon pour la santé, moins bon pour l'environnement, le bio, l'achat local. On a vu les initiatives là, gouvernementales acheter local, acheter québécois, les campagnes acheter bio aussi qu'on a déjà vu, mais ça repose sur le citoyen, puis le citoyen qui doit payer plus cher. Donc, on ne tient pas compte de l'ensemble des coûts d'impact négatif qu'on doit payer par la suite, puis le gouvernement doit combler les frais de décontamination et autres, des pollutions. Ça ne donne pas permet le choix éclairé pour le citoyen qui a la responsabilité sur ses épaules. Et c'est là, Félix, que tu as raison, que c'est encore l'individu, et c'est là que le gouvernement doit être courageux. Et courageux, notamment, il y a l'exemple du Danemark qui a dit qu'il n'allait pas rembourser ou aider les entreprises qui font les affaires dans des paradis fiscaux, par exemple. Donc, il existe des choses, des actions, des gestes que peuvent poser les gouvernements qui vont nous amener tranquillement vers cette transformation que l'on veut. Il ne faut pas justement mettre ça uniquement dans les mains des individus, des consommateurs, des citoyens que nous sommes. Et donc, pour répondre à la question de M. Mathieu encore, c'est de continuer à exercer des pressions sur nos gouvernements pour que certaines pratiques changent. Moi, une des pratiques que je veux qu'ils changent, de mon point de vue, c'est de faire en sorte que l'économie sociale devienne ou sinon le modèle par défaut de la création de richesses et de la création d'activités économiques dans la société québécoise. Donc, il faut pour ça éliminer toutes les barrières qui font que l'économie sociale n'est pas l'option par défaut. Ça, c'est un de mes souhaits. Parfait, merci. Alors, j'avais promis la question de Mélissa Fauché. En attendant, vous allez voir dans le chat, parce qu'il y en a des gens qui vont commencer à quitter, on peut poursuivre un peu. On va vous mettre dans la conversation un lieu pour continuer la discussion. Donc, sur un événement Facebook, vous pourrez trouver, on va vous mettre une question pour animer suite la discussion. Donc, les commentaires que vous avez, des propositions, il faut aller écrire ça. Vous allez pouvoir commenter sur les commentaires des autres, les conférenciers aussi. Vous pourrez peut-être faire un petit tour et répondre aux gens. Mais je vais peut-être prendre
2 interventions encore. On va voir en tout cas le temps des réponses. Bref, vous verrez le lien qui va apparaître. Alors, Madame Mélissa Fauché, si vous pouvez allumer votre micro, vous pouvez poser votre question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout va bien. Oui. Parfait. En fait, je me demandais, là, justement, puisque la norme, là, le modèle par défaut depuis des décennies est celui de l'entreprise privée, je me demande justement comment on peut contribuer à transformer les mentalités parce que j'ai l'impression que c'est rendu acquis pour les entrepreneurs, de vouloir faire des profits ou de vouloir, en tout cas, posséder leur entreprise. Puis quand on parle d'économie sociale, puis qu'on arrive avec le concept de collectif qui vient un peu à être à l'encontre de cette propriété-là, bien, ça vient un peu refroidir. Fait que je sais qu'il y a moyen de changer les mentalités, je sais qu'il y a moyen de mettre peut-être, de valoriser l'impact. Mais tu sais, je ne sais pas si vous avez des pistes de réflexion sur ce concept-là qui est bien, bien ancré, je pense, profond chez les gens au niveau de la propriété. Puis comment faire, peut-être, je ne sais pas si dans les questions que vous proposez, justement, de se dire, bon, bien, on va se questionner sur tel secteur. Je ne sais pas comment ça pourrait être régi. Est-ce que ça serait volontaire? M. Aubran, comment vous voyez ça? Ou bien ça serait régi, de dire, répondez à ces questions-là, puis vous devez être une entreprise d'économie sociale, ou vous devez, ou en tout cas, c'est sûr que tout ce qui est plus volontaire fonctionne mieux, là, mais je ne sais pas. Alors, en tout cas, ma première question, ce serait comment on peut transformer les mentalités là, par rapport à la propriété, que ce soit individuelle, puis ouvrir un peu les horizons au niveau de la valeur de la propriété collective. Je pourrais commencer, Luc, parce que je sais que tu as un élément de réponse. Mais en fait, ce que je veux dire, Mélissa, c'est que on est déjà en train de le faire. Mm-hmm. Ça fait des années qu'on le fait. C'est un cheminement à petits pas. Puis, pour répondre aussi un peu à la question de Mathieu avant, il faut se rappeler qu'on a un pouvoir d'influence. Même si on a l'impression d'être un petit ou une petite citoyenne dans notre environnement, il y a plein de changements qui se sont opérés. Moi, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de recyclage, récupération, valorisation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on en a parlé? On ne parlait pas de commerce équitable, on ne parlait pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a plein de changements comme ça de mentalité qui se sont opérés parce que des gens ont pris la parole, ont pris l'espace public. Alors ça, ce pouvoir-là, on l'a, on peut tenter de l'occuper avec tous les autres choix de consommation ou de décision qu'on peut avoir. Mais je pense qu'il faut se rappeler cette capacité-là qu'on a comme individu à la mesure de notre réseau, de notre échelle, d'influencer. Fait que déjà, de faire connaître l'économie sociale, c'est tout un travail de communication, de vulgarisation à faire, de faire connaître les histoires à succès, qu'est-ce qui fonctionne. Ça fait partie de notre... Moi, je suis une praticienne, fait que ça fait partie de mon quotidien, ça, de tenter de démontrer le potentiel, entre autres, de ce modèle-là dans le développement économique, dans le développement social. Bien, moi, j'abonde dans le sens de Lynn. En fait, un des premiers enjeux, c'est un enjeu d'éducation. Et là, voyez-vous, on n'est pas au niveau individuel, on est au niveau sociétal. Notre gouvernement, notre ministère de l'Éducation primaire, secondaire et l'éducation supérieure peut jouer un rôle incroyable pour faciliter, pour faire la promotion et qu'on comprenne mieux ce qu'est l'économie sociale. Je crois que l'économie sociale devrait être enseignée dès le primaire. On enseigne, quand on parle du commerce équitable et ainsi de suite, il faudrait que tout ça puisse être enseigné très, très tôt pour qu'on n'arrive pas avec des situations un peu absurdes où on arrive au MBA, à la fin du bac en administration, des personnes qui ne connaissent rien de l'économie sociale. Donc, si on peut rendre l'économie sociale plus attrayante pour les individus qui veulent se créer des entreprises, bien, il faut qu'on trouve un moyen de la faire connaître. Et là, le gouvernement, on pourrait écrire des lettres au ministre, le gouvernement doit mettre plus de place dans le curriculum à l'économie sociale.
Et ça, d'après moi, ça, c'est de base. Ensuite, il y a d'autres choses, d'autres choses à faire, mais je ne sais pas si c'est ça que tu pensais que j'allais dire, Lynn, mais moi, c'est vraiment ce qui est de base, c'est l'éducation. Et l'éducation, ça commence au primaire. Ouais. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à réfléchir par rapport à la sortie qu'il y a eu de Vivre en ville et autres. Le chantier était là-dedans. Il y a des propositions. Est-ce que ça concorde avec votre propos d'aujourd'hui? Donc, on n'a pas fait référence aujourd'hui, mais est-ce que vos recommandations, vous trouvez qu'ils concordent avec les recommandations qui ont sorti là-dedans? Avec Luc aussi, est-ce qu'on est en adéquation avec la sortie, ou il y a d'autres recommandations que vous trouvez que vous, c'est spécifiquement, qui sont quand même différentes? Moi, j'étais en accord avec les recommandations. Je trouve que c'était un document consensuel avec plusieurs acteurs, évidemment, différents qui ont réussi à mettre de côté leurs différends, justement, pour arriver à une proposition commune. Mais évidemment, si on se met du point de vue de ma présentation de 15 minutes que j'ai donnée tout à l'heure, évidemment, pour moi, ça ne va pas assez loin. Ça ne va pas assez loin parce que ça ne met pas encore suffisamment l'accent sur la démocratisation de l'économie. Ça ne met pas encore suffisamment l'accent sur la réappropriation citoyenne de l'économie. C'est un des volets, mais pour moi, ce volet aurait pu être encore beaucoup plus central. Mais le travail qui a été fait par ces 15 signataires-là est tout à fait louable dans les temps qui courent. Parfait. Je pense qu'on va y aller dans une conclusion. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin pour nous. Par rapport aux réflexions, les questions des gens. On n'a pas pu être dans un grand échange de réflexion. Je pense que c'est ça qu'on veut entamer, être plus dans une réflexion, puis être dans une alternative qui pourra plus faire consensus. Peut-être, Lynn, laisse la parole. En fait, moi, je pense qu'il faut... on aurait tout avantage à reproduire cet exercice-là que vous venez de nous offrir, d'ouvrir le dialogue et la réflexion. Je n'ai pas eu le temps de lire tout ce qui a été mis dans le chat, là, mais vraiment, il a fait des contenus qui semblaient assez intéressants. Parce que je pense que je l'ai mentionné dans ma présentation, il faut voir cette transition-là comme une adaptation. Tu sais, pas tout le porter individuellement, chacun sur nos épaules, puis de se mettre à vivre l'éco-anxiété et d'être paralysé. Fait que je pense qu'à la mesure de ce qu'on est capable de faire, de voir quels gestes on peut poser, quel discours on peut alimenter, puis c'est cet ensemble de petits gestes-là collectivement qui vont arriver à faire une réelle transformation. Mais on a toutes des échelles d'engagement différentes, des échelles une portée qui est différente. Donc, on peut, en collectivisant ça, avoir un plus grand impact. Donc, je nous encourage, c'est ça, à garder confiance puis à considérer chacun de nos petits gestes comme ayant son impact et sa portée. Merci. Luc, un mot? En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire, vient de dire Lynn. Je crois qu'il faut continuer à lutter tout en essayant de se rejoindre sur plusieurs aspects. On est plusieurs personnes à avoir des opinions sur les moyens de changer les choses, d'aller vers une forme de transformation sociale et écologique. Et je crois qu'il faut qu'on se parle davantage. Donc, ce que proposait le pôle est déjà quelque chose de très important. Et il faut qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la parole. Moins on va se sentir seul, plus on va partager nos opinions et on va être capable de les mettre en commun. Je crois qu'on va être capable de pousser vers d'autres formes d'économie qui soient plus respectueuses de notre place sur la planète Terre comme être humain. Merci. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci à la Caisse d'économie solidaire qui a permis le tout possible. Écoutez, pour la suite, vous avez un intérêt, on l'a déjà dit, suite de la conversation sur l'événement Facebook, vous pouvez essayer de retrouver dans le fil de conversation. Également, vous vous êtes inscrit officiellement, donc on a votre courriel. Vous allez recevoir un courriel d'évaluation pour évaluer l'activité d'aujourd'hui.
Et également, vous allez pouvoir mettre vos commentaires, des recommandations que vous voulez suggérer au gouvernement, des actions citoyennes que vous voulez recommander. Donc, la conversation se continue là aussi par une sorte de consultation auprès des plus de 100 personnes que vous étiez présents aujourd'hui. Donc, pour notre événement, l'événement Facebook, la conversation, vous allez voir aussi la page Facebook du pôle. C'est possible de voir nos prochains événements. On vous annonce d'ailleurs pour les gens, je pense que beaucoup de gens connaissaient bien l'économie sociale, mais si des fois vous êtes intéressés à en savoir plus, on a un événement le 19 mai. L'économie sociale, c'est quoi? Donc, ce sera virtuel. Vous allez trouver ça sur notre page Facebook. On vous invite également à suivre la page du pôle La Mauricie pour tous les gens de la Mauricie qui sont là aujourd'hui. Et ouais, voilà, je pense que c'est vraiment le tour des annonces que j'avais à vous faire pour conclure. Seulement vous remercier. J'espère que vous avez apprécié et on continue à discuter pour voir si on peut faire une autre grande conférence, continuer le débat. Alors, merci à vous et on vous tient informé. Bonne fin de journée.